suprémacisme juif qui souhaite véritablement... Bon, ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas mon opinion, non. Juif. Parce qu'elle pense que les Juifs, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Mais en fin de compte, en mer Rouge, c'est la communauté internationale qui s'est investie. Parce que le commerce maritime... Madame, vous avez des opinions que je ne veux pas... Monsieur l'agent du Mossad, moi je suis étonnée que vous ne sachiez pas que le Hamas a été financé par monsieur Benyamin Netanyahou en 2018. Je n'utiliserai pas pour la façon dont vous parlez des Juifs. Et c'est très clair. J'en parle d'une manière très normale. Du peuple juif, et je ne parlerai pas de ça parce que c'est vous qui êtes focalisé là-dessus. Allons, on va pas se régler. Ça n'a pas d'intérêt technique. Donc laissons votre haine de côté. Prendre le contrôle de la bande de Gaza. C'est le plan présenté par Benjamin Netanyahou et approuvé par le cabinet de sécurité israélien. Mais alors, comment va-t-il s'y prendre ? Quelle est la stratégie ? Je suis en plateau avec Georges Malbruno pour en parler. Bonjour Georges, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Benjamin Netanyahou parle de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Israël, qui a déjà conquis militairement les 3/4 de la bande de Gaza, veut donc conquérir le dernier quart qui lui manque, c'est-à-dire c'est un quart qui s'étend en gros de la ville de Gaza, Gazaville qui est au nord. Voilà, on va montrer sur une carte. Voilà, c'est une portion côtière qui part de Gazaville au nord, qui descend vers des camps de réfugiés dans la région de Dar el-Bala jusqu'à la ville de Khan Younes au sud, qui est proche de la frontière égyptienne. Donc c'est ça que ça veut dire concrètement. La première étape, le premier objectif, Benyamin Netanyahou l'a dit, c'est prendre le contrôle de la ville de Gaza, donc au nord, où il y a déjà 900 000 personnes qui habitent dans cette ville, essentiellement des déplacés, notamment du nord de la bande de Gaza, donc frontaliers d'Israël, qui ont été déplacés par les derniers bombardements et attaques israéliennes sur ces positions-là. Raphaël Jérusalemi est avec nous. Vous êtes ancien officier de renseignement militaire israélien. Je signale d'ailleurs votre dernier livre, Tribune de guerre, c'est aux éditions David Renac. Comment est-ce que vous prenez cette déclaration qui a le mérite d'être claire, évidemment, de Benyamin Netanyahou? On va prendre le contrôle de la ville de Gaza, puis après de toute la bande de Gaza. Alors, cette déclaration n'est claire que verbalement. Sur le plan du terrain, ça ne va pas du tout. C'est une des rares, sinon la première fois que depuis la création de l'État d'Israël, un gouvernement ignore à ce point l'avis des chefs de l'armée et des chefs des services de sécurité. Nous risquons d'aller là vers une catastrophe, car cette opération que prône Benjamin Netanyahou mène à une guerre d'attrition qui est exactement ce que veut le Hamas. Le Hamas veut entraîner les Israéliens dans une guerre à long terme qui pourrait avoir des conséquences humanitaires graves. On parle ici d'une opération, alors pour évacuer la ville de Gaza, il faut évacuer 800 000 civils. Cela va prendre des semaines. Les évacuer vers où? Les approvisionner comment? Lorsque l'on sait que le Hamas réussit à mettre la main sur le ravitaillement humanitaire, que d'autres ravitaillements n'arrivent pas aux civils, mais vers de la mafia qui les revend de marché noir. Une fois que Gaza est évacué, il y a une estimation de l'armée d'un combat intensif de 4 à 5 mois qui engagera entre 4 et 6 divisions de Tsahal, à un moment donné où le pays est épuisé économiquement, nerveusement, et où surtout les soldats et les réservistes sont épuisés après presque bientôt maintenant 2 ans de combat ininterrompu. Vous, en tant qu'ancien officier du Mossad, vous dites que c'est une folie, cette mesure prise par Netanyahou? Officier de l'intelligence militaire, c'est une folie sur le plan sécuritaire. Sur le plan politique, il a peut-être ses raisons. Je prie pour qu'il s'agisse peut-être d'un bluff en concertation avec Donald Trump, comme on l'a fait par rapport aux Iraniens, c'est-à-dire de faire pression sur le Hamas, mais que dans la réalité des faits, on n'ira pas aussi loin que ce qui est annoncé, car sinon, nous allons à la catastrophe. Le chef de l'état-major de Tsahal, ce n'est donc pas que mon opinion personnelle, a dit au gouvernement, pas plus tard qu'hier, avant même que le gouvernement vote malgré tout cette opération,
qu'on allait vers un trou noir. C'est le mot qu'il a utilisé. Raphaël Jérusalemi, vous l'avez rappelé, c'est très rare qu'il y ait un tel désaccord entre un chef d'état-major de l'armée israélienne et l'exécutif, le gouvernement. C'est pratiquement jamais arrivé. C'est pratiquement jamais arrivé, surtout qu'ici, il y a carte sur table de l'armée. L'armée dit quels sont les problèmes auxquels sera confrontée. Le principal problème, à part ceux que j'ai mentionnés sur le plan humanitaire et militaire, c'est le sort des otages qui sont sacrifiés, qu'ils soient exécutés par le Hamas. À mon avis, dès les premiers jours de cette opération, le Hamas commencera à exécuter un par un les otages pour freiner ou stopper l'opération de Tsahal. Tout a été mis sur la table. Malheureusement, il faut bien comprendre qu'en dehors de la décision politique, nous sommes dans une démocratie où le gouvernement peut décider ce qu'il veut malgré tout, mais les membres du cabinet de sécurité aujourd'hui en Israël ne sont pas habilités, ne sont pas formés pour prendre ce genre de décisions. Nous avons, surtout dans la frange extrême droite, des personnages qui n'ont jamais fait l'armée, qui n'ont jamais revêtu l'uniforme et qui ignorent complètement de quoi on leur parle. Alors c'est quand même très grave de prendre des décisions sur ces bases-là. Restez avec nous si vous le voulez bien, Raphaël Jérusalemi. Réaction sur ce plateau, sur ce que vient de dire Raphaël. C'est quand même incroyable le décalage qu'il y a, Caroline Mécari, entre l'armée, les services et puis Benyamin Netanyahou qui dit on y va. Alors je crois qu'il faut quand même rappeler déjà la première évidence du point de vue du droit. Ça me paraît vraiment nécessaire, c'est que la décision de Benyamin Netanyahou, c'est une décision qu'il n'a pas le droit de prendre. Il n'a aucunement le droit d'occuper Gaza comme aujourd'hui l'armée israélienne l'occupe à 75%, et il a encore moins le droit de décider de l'occuper davantage. Juridiquement, c'est très clair. Vous savez que c'est pas ça qui va le faire reculer. Oui, ça va pas le freiner, mais quand même. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on comprend bien que la décision qu'il prend, c'est une décision politique. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il a absolument besoin de continuer la guerre pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je rappelle quand même qu'il vient de limoger la procureure générale israélienne qui menaçait de mettre en place une commission d'enquête sur les failles dans l'attaque du 7 octobre 2023. Donc, il doit se maintenir au pouvoir. Ça, c'est le premier objectif. Mais il y a un objectif qui va beaucoup plus loin et qu'il faut rappeler et dont on a vraiment aujourd'hui tous les éléments, comme l'ont d'ailleurs rappelé les deux associations, B'Tselem et l'autre association israélienne, sur l'existence de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'un génocide en cours. Et là, c'est la poursuite du génocide et du nettoyage ethnique. Parce que d'un point de vue militaire, le Hamas, sur place, il est éradiqué. Oui. C'est très clair, tout le monde le sait. C'est d'ailleurs pour ça que l'armée israélienne, comme vient de le dire votre invité, est opposée à cette invasion qui en plus va nécessiter de déplacer entre 800 000 à 1 million de personnes. Comment on va faire ? Où est-ce qu'on va les amener ? Et ensuite, comment on va gérer les choses ? Donc le dessein, c'est le dessein messianique. Ce qu'on oublie, c'est que maintenant, nous sommes passés du sionisme militaire à un suprémacisme juif qui souhaite véritablement... Bon, ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas mon opinion. Non, c'est pas mon opinion. Je suis vraiment pas la seule à partager ça. Tous les Israéliens ne sont pas pro-Benyamin Netanyahou. Mais peu importe, c'est qui gouverne aujourd'hui. Qui gouverne aujourd'hui ? C'est un État démocratique. Il est toujours en place. Démocratique, je viens de vous dire que la procureure générale, là, elle vient d'être limogée. Qu'avant même le 7 octobre, Benyamin Netanyahou essayait de mettre au pas la Cour suprême israélienne. Donc, de démocratie, il a le nom, certes. Mais l'objectif, il est élu. L'objectif, c'est quand même bien de faire le grand Israël. Pourquoi est-ce qu'il a des ministres suprémacistes dans son gouvernement ? Ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas une opinion. On ne reprend pas. Ce sont des faits. On ne reprend pas ce qualificatif. Je suis désolé, mais on ne va pas reprendre. Je ne vous demande pas de le reprendre. Un suprémacisme juif qui souhaite véritablement... Ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas mon opinion. Juif. On parle ici de vœux pieux. Rien n'indique que cette opération atteindra tous ses objectifs. C'est quand même très très ambitieux, presque utopique. Je rappelle que pour symptômes, Tsahal contrôle militairement 75% de la bande de Gaza et qu'à l'intérieur de ces 75%, le Hamas continue de sévir, non pas seulement militairement, mais en tant que force politique et administrative. Et aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux, les ministères
tout ce qui est l'énergie, tout cela est aux mains de fonctionnaires que j'appelle des terroristes à col blanc du Hamas. Et donc, si on se base sur ces 75% déjà sous contrôle militaire israélien, on voit qu'il y a un échec du démantèlement tant des forces armées, puisqu'il y a encore beaucoup de cellules extrêmement dangereuses qui sévissent dans les zones occupées par Tsahal, et donc, je dis, ce contrôle qui demeure politique et administratif du Hamas, ce qui aussi indique, ce qu'on le voit durant ces derniers jours, le danger énorme auquel sont confrontés aujourd'hui les soldats de Tsahal. Et je pense que les parents de ces soldats et de ces soldates aujourd'hui tremblent dans leurs chaussures devant une opération qui est aussi dangereuse, aussi aventureuse, et dont on n'est pas certain de l'objectif final. Et je terminerai juste sur une petite remarque de ce qui a été dit en plateau. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, lorsque Benjamin Netanyahou prend une décision, cela concerne et retombe sur tout le peuple juif. C'est un petit peu comme si, lorsque M. Macron prend une décision, tous les Français sont M. Macron. Je pense qu'il y a ici une génération abusive et un peu bizarre. Vous venez justement de rappeler que beaucoup d'Israéliens ne sont pas d'accord avec la politique actuelle du gouvernement, en tous les cas pas avec cette opération-là. Et je ne vois pas en quoi un juif qui vit à Paris ou à Marseille est concerné ou impliqué dans cette décision. D'un mot, Raphaël Jérusalemi, quand Netanyahou dit bon, on va prendre le contrôle de Gaza et de la ville de Gaza, mais on ne gouvernera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui y met à la place du Hamas ou de l'autorité palestinienne? Alors, lui compte sur les pays arabes. Il compte sur deux choses. Le soutien de Washington, avec une aide humanitaire qui sera en fait financée et même logistiquement assurée en collaboration avec les Américains, car Israël, lui seul, ne peut pas nourrir indéfiniment 2 millions de personnes. C'est un pays de 10 millions de personnes qui nourrit 2 millions de personnes. Et puis, il estime que les pays arabes seraient enclins à s'investir, d'ailleurs aussi financièrement, logistiquement, mais aussi militairement, donc des forces armées de pays arabes, des Émirats, de l'Arabie Saoudite même. Certains pays arabes, d'ailleurs, l'ont suggéré. La différence, c'est pourquoi donc continuer cette opération, pourquoi ne pas transmettre maintenant, aujourd'hui, à une force internationale le contrôle de la bande de Gaza, car la meilleure chose qu'Israël peut faire aujourd'hui, c'est de fermer la porte de Gaza et de jeter la clé. Et s'il y a une force internationale, casque bleu, casque vert, casque jaune, qui est prête à assumer cette responsabilité, qui est la responsabilité, je le rappelle, de toute la communauté internationale. Lorsqu'on parle de crise humanitaire, on parle d'une responsabilité mondiale. Ces cadres militaires ont pratiquement tous disparu. Il en reste peut-être une dizaine grand maximum. Et ils sont en fait planqués, cachés. Et donc... ils vont offrir une résistance probablement pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent, si je puis dire, mais ils gardent aussi comme arme probablement pas mal de kamikazes, parce qu'il y a eu beaucoup de recrutement de jeunes ces derniers temps. Mais globalement, le Hamas n'aura pas la capacité, évidemment, de résister à une offensive militaire israélienne sur Gazaville. C'est ça, c'est une opération d'ampleur qui attend Gaza, et c'est une nouvelle montée en puissance finalement de l'armée israélienne dans Gaza? Oui, c'est une nouvelle réorganisation, c'est une nouvelle offensive qui va se concentrer sur ces 25%. Alors, l'armée, nous sommes en démocratie dans la mesure où c'est le gouvernement qui donne les ordres à l'armée et pas l'inverse, et donc l'armée fera ce qu'on lui demande de faire. Tsahal en est capable, Tsahal a montré qu'il est capable de faire même loin de chez lui, mais là il a à faire une guérilla urbaine extrêmement dangereuse. Moi, ce qui m'angoisse dans cette opération, c'est le sort des soldats et des soldates de Tsahal, dans des endroits où se trouvent les terroristes les plus coriaces, les plus ardus, qui n'ont pas encore été attaqués, des terroristes qui sont préparés, qui ont piégé chaque fenêtre, chaque porte. C'est une opération qui est extrêmement dangereuse et qui va être coûteuse en vie humaine de part et d'autre. Là où je m'amuse un petit peu devant ce que j'entends sur ce plateau, c'est on parle de choses à extrêmement long terme, parfois même de choses utopiques. On oublie quand même l'essentiel. L'essentiel, c'est on focalise beaucoup trop sur Benjamin Netanyahou et le gouvernement qui vaut ce qu'il vaut. Il y a un problème qui s'appelle le Hamas. Il y a une faction terroriste, il faudrait quand même le rappeler.
Nous sommes en guerre contre une faction terroriste. Cette faction terroriste est une menace globale. Ce n'est pas une menace contre Israël seulement, de même que l'Iran. Les salafistes du Hamas, du Hezbollah, ce sont des émules des frères musulmans qui menacent le monde occidental tout entier. Et ma question est, on parle de sanctions, de ci, de ça, ma question est exactement l'inverse des sanctions. Où sont les troupes françaises, britanniques, qui devraient venir se battre avec les troupes israéliennes contre le salafisme, contre l'intégrisme, dont je rappelle qu'il maltraite la population palestinienne. Je rappelle qu'il s'agit d'une dictature intégriste dont les Gazaouis souffrent avec des jeunes qui pourrissent dans les geôles du Hamas. Et où se trouve la communauté internationale véritablement? Elle doit, comme elle l'a fait en mer Rouge d'ailleurs, quand c'était ses intérêts, Maître Beccari parle d'argent, parce qu'elle pense que les Juifs, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Mais en fin de compte, en mer Rouge, c'est la communauté internationale qui s'est investie. Parce que le commerce maritime... Madame, vous avez des opinions que je ne veux pas... Monsieur l'agent du Mossad, moi je suis étonné que vous ne sachiez pas que le Hamas a été financé par Monsieur Benyamin Netanyahou en 2018. Je n'utiliserai pas pour la façon dont vous parlez des Juifs. Et c'est très clair. J'en parle d'une manière très normale. Du peuple juif, et je ne parlerai pas de ça parce que c'est vous qui êtes focalisé là-dessus. Allons, on va pas se régler. Ça n'a pas d'intérêt technique. Donc laissons votre haine de côté. Moi je parle maintenant de Madame Beccari, Maître Beccari n'a jamais dit ça. De supprimer le Hamas, de tout le monde se mettre ensemble. Et si la politique israélienne dérange, ne plaît pas, eh bien raison de plus pour que les pays occidentaux s'investissent sur le plan humanitaire, s'investissent sur le plan aussi militaire. Des troupes. Et je peux vous garantir que l'armée française est prête et que les pilotes et les marins français sont absolument prêts à le faire. Comme ils étaient prêts à aller aussi attaquer le Hezbollah à Beyrouth pour venger les officiers français tués par le Hezbollah. Et donc, je le dis, je le répète et je termine là-dessus, nous attendons, nous les Israéliens, nous demandons aux Français, aux Britanniques et à la communauté internationale responsable pour qu'il y ait la peine, pour calmer le jeu, de débarrasser d'abord et avant tout Gaza du Hamas. Et si la façon israélienne ne plaît pas, vous êtes invités à participer avec nous à cette opération. Merci. Qui est effectivement une opération humanitaire et pour l'avenir pacifique de la coexistence entre les Juifs et les Arabes, les Israéliens et les Palestiniens. Merci beaucoup, cela, Raphaël Jérusalemi. Invité à participer et non pas à sanctionner. C'est de la propagande. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'on voit mal dans l'état actuel, français ou occidentaux ou allemands ou anglais. Mais c'est pas la question. C'est évidemment pas la question. D'abord, on va quand même rappeler à cet ancien agent du Mossad que le Hamas a été c'est la même chose, a été financé et il ne peut pas ne pas le savoir par Benyamin Netanyahou à partir de 2018 parce que le Hamas est le meilleur ennemi de Monsieur Netanyahou. Ça c'est le premier point. C'est pas une opinion, c'est un fait, c'est factuel. Pour le moment, ils se croient à l'abri, les pervers et les torts du sourire, car ils ne voient rien arriver, rien ne pourra les sauver. Leurs yeux vitreux sont vides, leur bouche exhale une haleine fétide. Ils sont déjà en putréfaction, de plus en plus